Alors, plutôt que parler du futur d'ISN qui pourra être évoqué par la suite, avec, comme vous le savez peut-être pour avoir lu en entier la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, et en particulier son annexe, vous savez que dans l'annexe de cette loi figure l'extension de la spécialité ISN à toutes les filières du lycée général et technologique. Ce sera ça le futur, mais ce n'est pas ce dont je vous parlerai tout de suite, puisque je vous ai préparé une présentation sur le présent et non pas sur le futur, c'est-à-dire sur le nouveau programme d'informatique des classes préparatoires scientifiques. Donc le futur immédiat. Voilà. Merci. Donc, l'idée qui nous a qui a été à l'origine de cette introduction d'un véritable programme d'informatique en classe préparatoire, c'est ce que j'ai essayé de récapituler ici, à savoir quels sont en fait les besoins pour un ingénieur qui ne sera pas nécessairement un ingénieur informaticien, de compétences, de connaissances aussi en matière d'informatique. Et il nous a semblé que ça a déjà été dit tout à l'heure par les représentants du monde des entreprises, c'est que tout ingénieur, tout chef d'entreprise, d'ailleurs aussi, tout manager, devra savoir communiquer avec les informaticiens de son entreprise. Il pourra évidemment ne pas faire d'erreurs de fond en imaginant résolubles des questions, des problèmes dont la complexité algorithmique est fondamentalement trop importante pour espérer une solution en temps humainement raisonnable, et avoir une notion évidemment de la précision numérique, des questions de sécurité, de l'architecture des réseaux, savoir que dans la pratique quotidienne de programmation, on utilise quand même des bibliothèques logicielles et on n'invente pas la roue à chaque fois qu'on veut faire une voiture. Et on a trouvé aussi indispensable d'avoir une première introduction sur les bases de données. Donc ceci a amené à un nouveau programme dans un contexte qui en plus est un contexte qui a été bouleversé, on l'a suffisamment dit aujourd'hui, par l'explosion numérique de la société aujourd'hui, qui impose donc de savoir exploiter des masses de données qui sont soit disponibles sur le réseau, soit tout simplement résultat d'expériences qu'on peut mener en laboratoire. Mais ce contexte, il se double d'une obsolescence rapide des technologies. Donc si on veut faire un enseignement utile, il faut que ce soit un enseignement pérenne, quelque part, c'est-à-dire non pas s'attarder sur des protocoles ou des technologies qui sont par définition transitoires, mais essayer de viser le plus long terme, et donc en s'attachant en particulier aux concepts fondamentaux, tout bien sûr en continuant à contextualiser les pratiques. Donc les quelques compétences qu'on a essayé de lister, puisque en fait de plus en plus dans tous les niveaux du système éducatif, l'approche par compétences s'impose de plus en plus. En termes d'adaptabilité des personnes dans leur vie professionnelle, c'est évidemment important. J'en ai listé quelques-unes ici. Je ne vais pas vous faire la lecture à voix haute, mais il y a évidemment des compétences que tout informaticien reconnaîtra comme la spécification, l'évaluation, le contrôle, la validation, et bien sûr des compétences générales comme la communication. Alors, une des questions, des mauvaises questions, mais qu'on est obligé de se poser, c'est la question du langage. Et Dieu merci, dans les commissions qui ont été à l'origine, enfin les groupes techniques de travail sur les programmes, cette question ne nous a pas pris trop de temps. Ça me faisait un petit peu peur a priori, mais finalement on s'est très vite tourné vers le langage Python, qui sera donc le langage utilisé dans toutes les prépas scientifiques à partir de cette rentrée de septembre. Parce qu'il a de nombreuses vertus d'un point de vue pédagogique, évidemment, et parce qu'en même temps, c'est un langage bien défini, avec une sémantique claire, ce qui nous changera évidemment de Maple qu'on utilisait jusqu'à présent dans les prépas scientifiques, et parce qu'on a tout un tas de bibliothèques scientifiques de qualité qui existent déjà et qui permettent donc de contextualiser dans les disciplines scientifiques, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur. L'organisation horaire
a été fixé par le ministère, évidemment. C'est pas le groupe de travail sur les programmes qui a défini l'horaire, puisque là, il y a des incidences budgétaires évidentes. Et donc, c'est paru au JO tout récemment. 1 heure de cours et 1 heure de TP chaque semaine pour chaque élève. Ce qui est un grand changement, puisque jusqu'à présent, vous aviez 5 minutes hebdomadaires de colle informatique. Donc il y a une différence certaine depuis la rentrée de 2013. Les têtes de chapitre sont classiquement celles qu'on pouvait attendre dans des classes préparatoires au concours d'ingénieurs scientifiques. Donc 60% du temps à peu près sur l'algorithmique, la méthode de programmation, mais aussi une présentation rapide de l'architecture des machines et du logiciel Scilab. Et puis un quart, en gros, sur la simulation de l'ingénierie numérique et le reste sur l'étude des bases de données. Donc en Python, bien sûr, pour les fondements de l'informatique, pour l'algorithmique, en Python ou en Scilab, au choix des professeurs pour la partie ingénierie numérique, et bien sûr un des langages SQL pour les bases de données. Les méthodes de programmation, là il n'y a rien de très extraordinaire. Ce sur quoi j'attirerai plutôt l'attention, c'est sur le fait que le programme se veut modeste. Il ne se veut pas très savant, mais il insiste sur vraiment les concepts fondamentaux, comme je l'indiquais au début de cet exposé, avec quand même quelques notions relatives au calcul de complexité, à la validation des algorithmes. Complexité un petit peu aussi. En algorithmique, le minimum requis par le programme est effectivement très modeste. On verra qu'en seconde année sont reportées des méthodes un peu plus difficiles. Et en ingénierie numérique et simulation, l'idée est de partir d'un problème qui se rencontre, une situation plutôt qui se rencontre dans les sciences physiques et chimiques ou dans les sciences de l'ingénieur, mais de ne pas faire en cours d'informatique l'étude du système du point de vue du physicien ou du spécialiste des sciences de l'ingénieur, mais de faire uniquement, évidemment, le traitement informatique. Chacun son rôle au moment où il intervient. Mais, bien entendu, ça n'empêche pas une contextualisation sur un problème réel. Donc, je vais citer les trois points essentiels. Donc, en langage ingénieur, un problème stationnaire à une dimension. En langage mathématique, résolution d'une équation f de x égale 0. En langage sciences de l'ingénieur, problème dynamique à une dimension, équation différentielle du premier ordre. Problème discret multidimensionnel linéaire, un pivot de Gauss. Voilà. Et puis, donc, initiation en base de données. Ça nous a paru important, d'abord parce que c'est, je pense, indispensable dans une vie professionnelle. On n'envisage plus guère de profession où il n'y a pas utilisation des bases de données, bien évidemment, mais aussi parce que ça permettait de bien marquer l'identité de cet enseignement comme un véritable enseignement d'informatique, et non pas simplement comme un traitement par ordinateur des problèmes de physique ou de sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire que là, on a vraiment une spécificité qui ne se rattache pas facilement à une autre discipline classiquement enseignée dans les classes de l'ingénieur, dans les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Si. Donc, alors les bases de SQL avec un peu de vocabulaire et puis l'algèbre relationnelle. Donc un côté un peu abstrait, effectivement. Quelques notions, mais vraiment élémentaires, sur les architectures 2 tiers ou 3 tiers et le concept client-serveur, et bien sûr le langage SQL. En deuxième année, l'horaire est beaucoup plus restreint, puisque c'est toujours 1 heure de cours plus 1 heure, cette fois de TD, non pas de TP, mais c'est seulement au S3, c'est-à-dire au 3e semestre de la scolarité qui est sur 2 ans, c'est-à-dire sur la première moitié de la 2e année. Et donc là, on a au programme quelques extensions, enfin quelques approfondissements sur l'algorithmique avec
la pile, la récursivité et les tris les plus classiques. Et puis un menu un petit peu à la carte pour comment dire, pour permettre à chaque enseignant et à chaque groupe d'élèves de travailler éventuellement sur la base de projets, par exemple, avec dans une même classe des groupes différents qui feraient des choses différentes. Ce qui est un petit peu plus inhabituel en classe préparatoire, mais pourquoi pas. L'idée étant d'écrire peut-être des projets un petit peu plus consistants et un peu plus autonomes, si vous voulez, en définition. Voilà. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est de l'option informatique, puisqu'elle existait déjà avant, et elle existe toujours. Elle est totalement comment dire, disjointe de cet enseignement d'informatique commune, puisque cet enseignement d'informatique touche toutes les filières, en tout cas de classe préparatoire scientifique, hein, c'est-à-dire MPSI, PTSI, PCSI, TSI, TPC, alors que l'option informatique n'est ouverte que dans quelques lycées et seulement dans la filière MPSI, MP. Alors que ici, encore une fois, ce sont vraiment tous les élèves qui auront ces 2 heures hebdomadaires d'informatique en première année et puis 2 heures au premier semestre de la seconde année. Donc c'est totalement différent. Et l'option informatique a été revisitée aussi, mais fondamentalement, elle reste ce qu'elle était déjà un petit peu, c'est-à-dire quelque chose d'assez théorique, d'assez conceptuel, mais on a essayé de réécrire le programme en reprenant plutôt les problèmes à leur essence informatique, plutôt que sur des points de vue, des points de départ qui seraient mathématiques. Alors évidemment, ça reste des choses avec des concepts abstraits, mais n'empêche que les problèmes de base sont des problèmes algorithmiques. On parle par exemple du traitement de texte, et c'est en travaillant sur la recherche d'un motif dans un texte qu'on introduit la notion d'automate. On n'introduit pas les automates pour eux-mêmes au départ. On introduit les arbres au moment où on veut avoir des structures de données et donc le concept de base, le concept de départ, ce n'est pas les arbres, ce sont les structures de données. Donc c'est vraiment un point de vue tout à fait assumé d'informatique fondamentale. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question à poser à Laurent, justement, puisque vous avez tranché sur le langage. Et est-ce que vous avez tranché sur le système de gestion de base de données que vous allez utiliser pour travailler le SQL? Non. C'est-à-dire qu'en pratique, ce sera MySQL ou SQLite au choix des équipes, et selon qui voudront travailler en autonome ou en réseau. Alors ce matin, donc, je vous ai présenté le BTS Services informatiques aux organisations comme étant un diplôme professionnel visant l'insertion professionnelle au bout de 2 ans. Alors, il y a quand même quand on a fait l'étude d'opportunité sur ce BTS, on a montré qu'il y avait effectivement des emplois d'insertion à 2 ans, mais aussi en faisant une enquête auprès des établissements scolaires, on s'est aperçu qu'à peu près 66% des étudiants titulaires du BTS, alors l'ancien BTS, poursuivaient leurs études. En termes de poursuite d'études, on a en gros, enfin majoritairement, la poursuite d'études est en licence professionnelle, comme l'a présenté la collègue ce matin, et puis en licence MIAGE, hein, donc méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, pour lesquels on a quand même beaucoup d'étudiants qui s'orientent vers ce type de licence, et puis ensuite le master derrière. On a donc quelques étudiants qui continuent en école d'ingénieur. Par exemple, j'ai une collègue qui avait témoigné à Grenoble sur une école qui s'appelle Polytech, où elle envoie tous les ans des élèves. Ce qu'on voudrait faire aujourd'hui derrière ce nouveau BTS, bon, il nous a fallu d'abord le mettre en place, hein, et donc on vient simplement de vivre la première session, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des classes préparatoires ATS, adaptation technicien supérieur. Ce sont des classes préparatoires qui accueillent des élèves à Bac+2 pour en 1 an les aider
à préparer des concours d'entrée passerelle dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce selon les filières. Donc en économie-gestion, nous avons déjà mis en place ce type de classe préparatoire pour les écoles de commerce. Et notre projet, c'est de pouvoir en ouvrir, évidemment, pour les élèves titulaires d'un BTS service informatique aux organisations, afin qu'ils puissent poursuivre qu'il y en ait un peu plus qui poursuivent en école d'ingénieur, parce que pour l'instant, effectivement, c'est quand même un phénomène qui est pas encore très développé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur nos perspectives concernant ce BTS. Peut-être, Christine, si vous me permettez le complément, puisqu'effectivement, je le citais tout à l'heure, avec l'aide de l'Institut Mines-Télécom, l'analyse a été faite et ça résonne un petit peu aussi avec le cri presque du cœur qu'on a entendu ce matin, où les responsables d'établissement disent qu'ils n'ont pas assez d'étudiants, ils n'attirent pas assez d'étudiants spontanément. Donc je pense que c'est une voie qui est intéressante d'essayer de multiplier les voies d'accès, à condition bien sûr que ça ne se fasse pas au détriment du niveau, d'où les efforts que vous menez. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, bon, je l'ai dit ce matin, c'est quand même une voie de promotion sociale, le BTS. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas le même profil socio-professionnel que les classes préparatoires. Donc, c'est vrai que c'est quand même une voie intéressante pour effectivement aller garnir les rangs des écoles d'ingénieurs avec un public qui est un petit peu différent de celui qu'il accueille aujourd'hui. On sait que cette promotion sociale a été jouée par exemple à Sciences Po, cette ouverture sociale à Sciences Po, elle est aussi dans les écoles de commerce et je crois qu'il faut qu'elle soit aussi dans les écoles d'ingénieurs et que le BTS SEO peut être une voie d'ouverture sociale des écoles d'ingénieurs. Je passe la parole à... Voilà, je vais rester ici parce que je suis extrêmement court. Je voulais juste mentionner au passage que le mouvement d'aggiornamento sur la place de l'informatique dans les enseignements post-bac a également concerné les classes préparatoires économiques et commerciales, dont les programmes d'informatique viennent d'être refaits, repensés. Également les classes préparatoires agronomiques et vétérinaires, pour lesquelles un programme assez similaire à ce que Laurent Chénaud a présenté à l'instant a été également introduit, avec vraiment les mêmes concepts, simplement réduits par rapport à un horaire qui est également plus restreint. C'est ainsi que le volet base de données n'y a pas été introduit, mais l'essentiel du reste, programmation, étude de langage, quelques algorithmes fondamentaux, est en place et devrait permettre à donner à l'ensemble de ces futurs ingénieurs, quelle que soit leur voie, une culture de base commune en informatique, ce qui était quand même le but poursuivi par l'opération. Voilà. Merci. Je vais essayer de vous décrire brièvement l'état de certaines réflexions sur l'extension d'un enseignement d'informatique avant la classe de terminale. Donc ça veut dire au lycée, au collège et à l'école primaire. Alors d'abord, d'où vient cette réflexion? La création d'ISN a fait que l'Académie des sciences, qui a un avis sur l'enseignement des sciences, qui est une de ses fonctions, tout d'un coup a pris conscience du fait qu'elle avait peu publié d'avis sur l'enseignement de l'informatique et qu'il y avait des informaticiens à l'Académie des sciences et qu'il fallait qu'elle se saisisse de ce problème. Et donc la commission enseignement de l'Académie des sciences a confié aux informaticiens de l'Académie des sciences, donc il n'y a pas beaucoup d'informaticiens à l'Académie des sciences, mais il y en a certains qui sont dans la commission enseignement, il y en a 3 qui sont Maurice Niva, Gérard Berry et Serge Abitboul, et donc elle a confié à ces 3 personnes la charge de rédiger un rapport sur l'enseignement de l'informatique à tous les niveaux, donc depuis la maternelle jusqu'au doctorat, et au-delà, dans la formation tout au long de la vie. Et ces 3 informaticiens ont créé un groupe un peu plus vaste, puisqu'ils ne voulaient pas juste travailler à 3, dans lesquels un certain nombre de gens qui sont dans la salle, auxquels un certain nombre de gens qui sont dans la salle ont participé.
Et donc dans la réflexion qui a eu lieu à l'intérieur de ce groupe, on s'est tout de suite posé la question de savoir un peu comment articuler un enseignement. Alors il y a toujours une possibilité de dire on va faire la boucle for en 4e, puis quelqu'un dit non il faut la faire en 5e, et puis quelqu'un dit il faut faire la boucle while dans le 2e semestre de la 6e. Bon, donc on s'est dit il faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça. On ne va pas juste faire un curriculum en mettant chaque année des connaissances en face. Mais ce qu'on cherchait, c'était quelque chose de très général, de très grossier, par exemple, si on prend le cas du français, bon, bah, en gros, les profs de français servent à deux choses. Ils servent à transmettre aux élèves d'abord le fait qu'ils sachent un peu de grammaire, un peu d'orthographe, mais également qu'ils sachent un peu de littérature. Et donc, essentiellement, la grammaire et l'orthographe dominent à l'école primaire, et puis la littérature domine au lycée, et puis au collège, il y a un biseau. Donc, c'était un peu ce genre de... Alors c'est complètement faux parce que par exemple Maurice Carême et Jacques Prévert sont des morceaux de la littérature qu'on enseigne à l'école primaire. Donc tout ça est critiquable, mais disons ce qu'on cherche c'est vraiment un dessin à très gros traits et puis après on peut décliner bien sûr d'une manière beaucoup plus fine. Et alors on s'est posé la question, on a fait une expérience abstraite, on s'est dit, imaginons qu'on veuille expliquer à des élèves, alors au choix, comment sortir d'un labyrinthe, comment trouver le plus court chemin dans un graphe, la méthode de chiffrement RSA, comment compresser un fichier, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait un peu deux manières de l'enseigner, c'est-à-dire, mettons vous enseignez RSA, donc vous commencez clé publique, clé privée, petite rame de Fermat, blablabla, etc. Donc il y a un moment vous avez compris comment encrypter un message et comment le décrypter. Comment chiffrer un message et comment le déchiffrer. Pardon. Et à ce moment-là, en fonction du public auquel vous vous adressez, il y a deux possibilités. Ou bien vous avez en face de vous des gens qui ne savent pas programmer, et vous leur dites, eh bien vous voyez, vous avez compris la méthode RSA, et les informaticiens utilisent cette méthode pour concevoir des programmes de chiffrement que vous pouvez utiliser avec votre carte bleue. Et puis, vous avez en face de vous des élèves qui savent programmer, et vous leur dites, ensemble, on va programmer, on va aller jusqu'au bout de la méthode RSA, et on va faire un petit programme, et on va ensuite chiffrer, soit même déchiffrer un SMS, et éventuellement l'intégrer à son téléphone portable. Et on voit qu'ici, le fait de s'adresser à un public qui sait programmer ou qui ne sait pas programmer, fait que dans le premier cas, on reste... les élèves restent spectateurs de l'informatique, spectateurs du monde numérique. Et on leur dit il y a des gens qui savent faire et qui font, et on vous a un peu donné les idées. Et dans l'autre cas, on leur dit vous-même faites. Et bien sûr, dans l'enseignement d'informatique, le but c'est de mettre les élèves en activité, c'est qu'eux-mêmes fassent des choses. Et donc ça nous a amené à penser que l'acquisition des capacités de programmation, des compétences de programmation, était un élément essentiel, était un élément pivot lors d'un enseignement de l'informatique. Et donc il y a essentiellement un enseignement de l'informatique qui est antérieur à l'acquisition des éléments de programmation, puis il y a une phase où on apprend à programmer, et puis il y a une phase où on ne fait plus du tout de l'informatique de la même manière. Une fois qu'on sait programmer, on est capable, quand on a une idée, de la mener soi-même à bout. Et donc bien sûr, quand je dis savoir programmer, ça ne veut pas dire être expert en Python, être expert en Java, etc. Ça veut dire savoir faire une boucle for, une boucle while, une affectation, une séquence, un test, et puis peut-être un appel de fonction, peut-être comprendre la récursivité, peut-être comprendre un peu des structures de données, comme les listes ou les arbres. Bon, donc c'est vraiment ce qu'on appelle la base de la programmation. C'est pas du tout, peut-être un peu de programmation objet aussi, enfin il n'y a pas vraiment de définition, mais disons c'est vraiment... savoir écrire soi-même un programme d'une vingtaine de lignes ou d'une trentaine de lignes. On s'est aperçu dans le bouquin d'ISN que le programme le plus long fait 30 lignes. Donc c'est vraiment pas, le but c'est pas de leur faire écrire des milliards de lignes de programme, mais c'est vraiment qu'ils sachent programmer, qu'ils sachent ce que veut dire programmer. Et donc ça nous a amené à proposer une structure en 3 temps, avec un temps qui nous semble devoir correspondre à l'école maternelle et l'école primaire, enfin à l'école primaire, je veux dire l'école maternelle et l'école élémentaire, et qui est une phase où on n'espère pas encore que les enfants sachent programmer. Bon alors ça c'est déjà critiquable, hein, puisqu'il y a certains pays comme l'Estonie qui enseignent la programmation dès l'école primaire. Bon, dans la proposition qu'on a faite, on a plutôt dit que la phase école primaire était la phase où il y avait une découverte, mais qui ne se réalisait pas, qui ne menait pas nécessairement une réalisation concrète. Bon, puis après, il y avait une deuxième phase, qui est la phase où on apprend à programmer, et ça le bon moment nous semble être le collège, ou le début du collège, ou la fin du collège. Enfin bon, c'est toujours très, très, très global ce que j'essaye de dire. Et puis ensuite, il y a une phase où on peut faire de l'informatique avec des élèves qui savent un peu programmer, et faire des choses intéressantes, et ça nous semblait être le lycée. Alors si on reprend phase par phase,
l'école primaire, il nous semble qu'il y a deux types d'initiation qu'on peut faire avec les élèves. Et là, on a repris un concept qu'on doit à des collègues néo-zélandais. Et les collègues néo-zélandais ont dit qu'il y a deux manières d'enseigner l'informatique. On peut enseigner l'informatique avec un ordinateur, on peut enseigner l'informatique sans ordinateur. Et donc le vocabulaire qui s'est imposé, c'est que utiliser l'ordinateur enseigner l'informatique avec un ordinateur, ça s'appelle un enseignement branché. Et un enseignement débranché, c'est un enseignement où on n'utilise pas d'ordinateur. Et donc il y a ces deux types d'enseignement qu'on peut aborder dès l'école primaire. Et voilà des exemples d'exercices. Vous envoyez un mail. Bon, tous les enfants savent envoyer un mail, il n'y a pas besoin de leur apprendre à envoyer un mail. Mais c'est une occasion de se poser une question extraordinaire. Comment est-ce qu'il se fait que le mail qui est parti de cette machine soit arrivé sur cette machine? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, sans leur faire programmer un routeur ou un algorithme de routage, eh bien, on peut déjà évoquer l'idée, par exemple, que le mail n'est pas allé directement d'une machine à l'autre, mais il a rebondi sur un certain nombre de machines qu'on appelle des routeurs et qui sont comparables à ce qu'on appelle des centres de tri postaux. Alors je ne sais pas si ça aide beaucoup, parce que je ne sais pas si les enfants comprennent mieux les centres de tri postaux que les routeurs, mais enfin bon, au moins ils peuvent visualiser la lettre qui bouge. Puis on peut leur dire que ce n'est pas vraiment le mail, mais que le mail il est découpé en petites rondelles, puis qu'on envoie chaque petite rondelle indépendamment. On peut même leur dire que de temps en temps il y a une rondelle qui se perd, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un autre algorithme qui va redemander... Bon, donc il y a plein d'idées comme ça qui, à partir d'une situation concrète, par exemple, les enfants savent utiliser un correcteur orthographique, et c'est bien parce que les professeurs des écoles aiment beaucoup l'orthographe. Et donc, on peut se poser la question, comment marche le correcteur orthographique? Et donc, on peut opposer deux types de correcteurs orthographiques, des correcteurs qui sont purement lexicaux et des correcteurs qui essaient de faire un petit peu de grammaire. Voilà, donc là, on a une initiation qui est une activité branchée, qui part d'utilisation d'outils, de logiciels, etc. Mais qui doit toujours être une opportunité pour poser des questions un peu plus compliquées. Et puis il y a un certain nombre d'activités débranchées qu'on peut proposer. Et on a essayé d'illustrer nos quatre concepts, langage, machine, algorithme et information, et en se disant qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice, par exemple, autour de la notion de langage. Et donc là, on a proposé un exercice, c'est sur un damier ou sur le préau, dans le préau, qui en général est carrelé, eh bien, vous pouvez avoir un élève qui cherche à décrire un chemin à un autre élève. Donc là, il n'y a pas d'ordinateur. Mais déjà, ils vont devoir commencer à formaliser un peu un langage. Donc, est-ce qu'il va lui dire va à gauche, va à gauche, va à gauche, va tout droit, va droit devant toi, va droit devant toi, va à droite, va à droite, va à droite? Ou est-ce qu'il va lui dire tourne sur toi-même à droite, avance, 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 retourne à gauche, avance, 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 avance. Donc, vous voyez qu'il y a déjà deux langages. Un qui est nord, sud, est, ouest, où vous répétez juste nord, sud, est, ouest un certain nombre de fois. Puis il y en a un autre où appelons-la la tortue, a une certaine orientation, et il y a des instructions pour tourner l'orientation, changer l'orientation de la tortue, qui ne font pas déplacer la tortue, et puis d'autres pour la faire déplacer, il n'y en a plus qu'une seule qui avance tout droit. Et on peut, à la main, ou tout de suite, imaginer un chemin, le décrire dans un langage, le dessiner, le décrire dans l'autre langage, et commencer à comprendre comment on traduit d'un langage à un autre. Et là, on a une initiation, la notion de langage formel, qui ne demande pas du tout d'utilisation d'ordinateur. Puis alors, il y a plein d'autres questions, comment sortir d'un labyrinthe, la méthode dichotomique par exemple, on peut la décrire dès le moment où on parle de chercher un mot dans un dictionnaire, de peser un objet, c'est-à-dire de faire peser avec une balance Roberval, c'est ce qu'on appelle une conversion à la logique numérique, et on le fait par dichotomie, c'est comme ça qu'on fait. Et donc ça nous a donné un ensemble d'activités qu'on a proposées pour l'école primaire. Et ces activités ont intéressé la main à la pâte. Bon, on sait que l'Académie des sciences et la main à la pâte ont des liens historiques. Et donc maintenant, j'ai rejoint le conseil scientifique de la main à la pâte, c'est-à-dire un petit peu le groupe qui essaye de réfléchir à proposer des activités, en particulier des activités de formation pour les enseignants du primaire. Et donc on a déjà proposé 2 ou 3 ateliers, un sur la notion de langage dont je vous ai parlé, un sur la notion de recherche d'un mot dans un dictionnaire, non, de correcteur orthographique, et un autre sur la dichotomie qui a plus ou moins bien marché en fait, parce qu'on s'est aperçu que les professeurs des écoles avaient des stratégies beaucoup plus complexes pour chercher un mot dans un dictionnaire que faire par dichotomie. En particulier parce que le dictionnaire est organisé en pages et qu'en haut de la page, il y a le premier et le dernier mot du dictionnaire, etc. Donc il va falloir qu'on affine l'atelier. On s'est un petit peu planté sur cet atelier, mais bon, c'est pas très grave, c'est en faisant qu'on apprend à faire. La main à la pâte, juste, je fais une petite parenthèse.
C'est un peu compliqué, les interactions main à la pâte informatique, puisque la main à la pâte est une structure, une pensée très aristotélicienne. C'est-à-dire, il y a des faits, il y a une observation, il y a un contact direct avec la nature qui est à la base de la main à la pâte. C'est ce qui s'appelle la démarche d'investigation. Alors cependant, on peut découper la démarche d'investigation en deux idées. Il y a une idée que la connaissance nous vient de l'observation et de l'expérimentation. Et il y a une autre idée qui est qu'il faut que les élèves, au lieu d'être assis et écouter un prof, fassent par eux-mêmes des expériences, des observations, etc. Bon. Alors sur la première idée, aucun informaticien ne peut suivre cette idée que nos connaissances nous viennent de l'observation de la nature avec nos sens. C'est complètement à l'opposé de l'informatique. Il y a deux... L'épistémologie a déjà réfléchi à ces questions. Il y a des connaissances qui nous viennent de l'interaction par nos sens avec la nature. Il y a des connaissances qui nous viennent d'une simple réflexion abstraite. Par exemple, on sait que le théorème de Pythagore est vrai, non pas parce qu'on l'a observé dans la nature, mais parce qu'on est capable d'en faire une démonstration, et donc c'est un savoir a priori. Mais il y a un troisième type de savoir, qui est un savoir qui est très important en informatique, qui est le savoir du designer. Donc par exemple, si vous fabriquez une lyre, vous savez que la lyre a 6 cordes, non pas parce que c'est une proposition nécessaire, vrai a priori, il y a des lyres à 7 cordes, non pas parce que vous avez observé la lyre, mais parce que c'est vous qui avez fabriqué la lyre, et donc c'est vous qui avez mis les 6 cordes, et c'est comme ça que vous savez qu'il y a 6 cordes. Mais il n'y avait pas besoin de voir. Vous avez fait, et ça a remplacé le voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance du designer, la connaissance du fabricant. Et en informatique, les deux types de connaissances qu'on a sont des connaissances a priori. Donc par exemple, nous savons a priori que le triabule est quadratique, parce que nous l'avons démontré, il n'y a pas besoin de l'expérimenter. Et il y a d'autres choses que nous savons. Nous savons que un programme implémente le triabule parce que c'est nous qui avons construit le programme. Donc c'est pas parce que nous avons observé le programme, mais on a dit c'est le triabule. Bon, il y a aussi des savoirs d'observation. Par exemple, je sais que Windows plante de temps en temps parce que j'ai utilisé Windows. Mais les designers de Windows auraient pu me le dire. Disons, eux ils le savent. Donc, on n'est pas du tout sur le savoir empirique en informatique. Et donc, on n'a aucun moyen d'être d'accord avec la main à la pâte là-dessus. Mais, il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est que notre pédagogie par projet et leur démarche active, c'est-à-dire qui consiste à dire il ne faut pas laisser les enfants assis sur une chaise à écouter un prof, mais il faut leur faire faire des choses, bien ça c'est une idée que nous partageons avec la main à la pâte. Et donc, tout notre travail pour apprivoiser la main à la pâte a été de bien mettre en avant ce second aspect en disant les aspects épistémologiques de savoir si c'est de l'empirie ou si c'est a priori ou du designer's knowledge, etc. Peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de mettre les enfants en action et on a réussi à tomber d'accord. Et donc, il y a maintenant un vrai travail commun entre la main à la pâte et les informaticiens et c'est un vrai progrès puisque la main à la pâte est quand même une structure qui est assez écoutée dans l'enseignement des sciences et qui de fait porte des idées extrêmement intéressantes. Alors, le collège, maintenant, si on passe à la deuxième phase, le collège porte un problème intéressant en soi, qui est qu'il y a déjà des profs qui se pensent capables d'enseigner l'informatique, ou certains qui sont conscients qu'ils ne sont pas capables d'enseigner l'informatique, et ça s'appelle les profs de technologie. Mais comme on a beaucoup insisté sur le fait que l'informatique a une dimension technique, il y a une dimension scientifique et aussi une dimension technique, la question des profs de technologie se pose et on ne peut pas l'éluder. Et ici, on voit qu'il y a une différence de nature entre la manière dont on enseigne les sciences et la manière dont on enseigne la technique à l'école. Les sciences, il y a un prof de physique, il y a un prof de biologie, il y a un prof de maths. Et la technologie, la technique, il y a un seul prof, c'est le prof de technologie. Et il n'y a pas un prof de génie électrique, un prof de génie mécanique. Si c'était le cas, ça ne serait pas compliqué. On dirait il y a juste besoin d'un prof de génie informatique en plus. Mais ce n'est pas tout à fait un prof de génie informatique, c'est un prof de génie informatique et informatique, puisqu'il y a l'aspect scientifique et l'aspect... un prof d'informatique scientifique et un prof de génie informatique, et ça va être le même, on va l'appeler le prof d'informatique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, les profs de technologie, ce n'est pas des profs de génie informatique. Et c'est beaucoup plus des profs de génie mécanique que des profs de génie électrique, déjà. Ça dépend des profs, bien entendu, mais statistiquement, ils sont beaucoup plus mécaniciens qu'électriciens. Et donc là, il nous a semblé que, à moins que l'enseignement de la technologie évolue, c'est-à-dire que le recrutement des enseignants de technologie évolue, ce qui n'est pas forcément impossible,
et qu'on inclut à la fois des profs plus spécialisés dans chacune des disciplines, c'est-à-dire des profs de technologie / mécanique, des profs de technologie / électricité, des profs de technologie / informatique, auquel cas on pourrait imaginer que l'enseignement de l'informatique au collège soit confié à des profs de technologie, eh bien, c'était difficile. Et ça nous a amené plutôt à proposer qu'il y ait des profs d'informatique à côté du prof de technologie, bien sûr, ce qui ne les empêche pas de travailler ensemble, ce qui ne les empêche pas de mener des projets ensemble, de concevoir leurs cours, d'échanger, comme le font très certainement quand on fait de la biochimie. Je suis sûr que le prof de biologie et de chimie se parle, ou du moins on peut penser que ça sera bien. Mais il nous a pensé ici qu'il fallait proposer la création d'un corps d'enseignants d'informatique, y compris pour le collège, et ne pas s'appuyer sur les profs de technologie telle que la technologie est enseignée aujourd'hui, même si à terme, rien n'est exclu. Puis je voudrais juste dire un mot sur le nouveau lycée, c'est-à-dire maintenant qu'on va récupérer en seconde, dans ce monde parfait, bien sûr, vous avez compris qu'on est dans un monde parfait, qu'on va récupérer en seconde des élèves qui savent déjà programmer. Il y a toute une partie du programme qu'on fait aujourd'hui en terminale qui sera déjà fait au collège. Tout ce qui est, finalement, la partie qu'il est très difficile à enseigner à la fac, parce qu'enseigner à des grands dadais de 22 ans, ce qui est une boucle while, une boucle for, on sait bien que c'est difficile de les motiver, surtout quand nos collègues à côté leur disent on va vous faire de la relativité générale. Donc ici, si on se retrouve dans une situation où les élèves savent déjà programmer, et on n'a plus cet ennui de leur dire il faut leur apprendre à programmer, parce que ça a déjà été fait au collège, mais on peut aborder le lycée d'une manière beaucoup plus intéressante en disant on va faire de la programmation avancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire des interpréteurs, écrire des compilateurs, inventer soi-même des langages de programmation. Bon, peut-être aller plus profondément sur certaines fonctionnalités, les objets, qui ne sont peut-être pas nécessairement à aborder au collège, on peut les aborder au lycée. De la même manière, on peut tout de suite aborder des questions d'algorithmique, puisque la question de l'implémentation de l'algorithme n'est plus un problème si les éléments de programmation sont abordés. Quand on fait les questions de compression, de cryptage, etc., on peut programmer tout de suite, on a les outils. Et on peut introduire de nouveaux sujets dès la terminale, par exemple les bases de données, qui sont aujourd'hui quelque chose qui manque au programme de terminale, ou également toutes les questions de process industriels de création d'un logiciel, qui ne sont pas du tout abordées en terminale, puisque c'est difficile de faire du process industriel sur un programme qui fait 30 lignes. Donc, toutes les questions de prise en compte du cahier des charges, de spécification, de tests, d'évaluation, etc., c'est des questions qu'on pourrait faire au lycée. Pour terminer, si ce beau scénario se met en place, alors ce qu'on peut qualifier d'utopie, mais c'est une utopie utile. C'est-à-dire quand on a proposé il y a 10 ans qu'il y ait de l'informatique au lycée, tout le monde nous traitait d'utopiste, et puis bon, finalement, les utopies parfois se réalisent. Il y a une question qui se pose, c'est l'évolution des autres disciplines qui seront à côté de l'informatique. Donc je sais que les mathématiques n'ont rien à voir avec la physique, les mathématiques sont une science autonome qui n'a pas été inventée qui a été inventée bien avant la physique et qui n'a jamais été inventée pour modéliser le monde physique. Mais il s'avère qu'un certain nombre de notions, comme par exemple la notion de dérivée, est parfois utilisée pour définir des notions en mécanique comme la vitesse ou l'accélération. Et on peut dire que même si la notion de dérivée aurait sans doute existé, même s'il n'y avait pas de vitesse et d'accélération en physique, d'ailleurs elle a été inventée pas pour ça, elle a été inventée pour tracer des tangentes à des courbes. Néanmoins, le fait que cette discipline, cette notion de dérivée soit aussi centrale dans l'enseignement des maths, est quand même beaucoup dû au fait qu'elle est utile dans d'autres sciences. Et il y a des questions en maths, par exemple, qui sont utiles en informatique. Il y a des branches des maths, on va appeler ça les maths discrètes en gros, mais bon, pour faire simple, la logique, les probabilités, la combinatoire, et qui sont utiles en informatique, et donc il peut y avoir une réflexion de nos collègues qui enseignent les maths, de se dire pourquoi pas faire un peu moins d'analyse et un peu plus de combinatoire, par exemple. Un peu moins d'analyse, un peu plus de logique, un peu moins de géométrie, un peu plus de logique. Et ce qu'on voit bien pour les maths, en fait, ça se pose pour toutes les disciplines, c'est-à-dire les profs de philo, par exemple, se posent une question philosophique qui est comment? Qu'est-ce que ça veut dire comment? Par exemple, si je vous dis comment est-ce qu'on voit un cercle rouge? Comment est-ce que vous savez qu'il y a un cercle rouge dans une image? Si vous posez la question à quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique, il vous dit bah, tu regardes l'image, tu vois s'il y a un cercle rouge. Et il faut avoir fait quand même pas beaucoup d'informatique pour comprendre que la vraie question c'est quel est l'algorithme qui permet à partir d'une image pixelisée de savoir s'il y a un cercle rouge ou pas. Et là c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que simplement dire il faut regarder. Pas forcément très compliqué, mais enfin c'est compliqué. Et par exemple, donc ce changement de la signification du mot comment
qui a été pas mal impulsée par l'informatique, c'est une question qui devrait intéresser non pas seulement les profs d'informatique, mais aussi les profs de philo. Les profs d'histoire ont aussi des questions qui peuvent être changées en ayant une vision de l'histoire, une vision de la société où l'informatique joue un certain rôle. Je parle bien sûr de l'histoire contemporaine, pas de l'histoire antique. Et donc il y a une vraie réflexion qui doit porter non pas uniquement sur la manière dont on doit proposer un cursus en informatique à tous les niveaux, mais également dans la manière dont l'existence de ce cursus doit un petit peu, de manière très marginale bien entendu, influencer les cursus dans les autres disciplines. Merci. Bougez pas, cher ami. Peut-être qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question de la salle? Yves? Non, c'est toi qui poses la question? Non, ah bon, c'est... Oui, bonjour. Donc, j'enseigne en école d'ingénieurs qui intègre des classes préparatoires. Donc, ça va concerner le choix du langage. Donc, vous dites dans l'informatique commune, vous faites la représentation des nombres et ensuite vous choisissez le langage Python. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas besoin de déclarer de variables, elles ne sont pas typées. Et justement, est-ce que ce n'est pas un souci de ne pas montrer ces problèmes de précision de calcul, de résolution, de taille mémoire, etc. C'est-à-dire qu'on peut additionner deux nombres positifs et se retrouver avec un résultat négatif. Alors, on connaît l'histoire du premier lancement d'Ariane 5, par exemple. Donc on ne peut pas illustrer ça avec Python. On ne peut pas illustrer ce phénomène avec Python. En fait, bon, je crois que je comprends la question, mais cela dit, dans Python, en utilisant par exemple NumPy qui fait travailler avec des flottants de taille fixe et bien déterminés, on peut, de façon extrêmement explicite, aborder ces questions de précision de calcul, d'erreurs justement dans les additions, le type d'erreur que vous évoquez à propos d'Ariane 5. Ce genre de questions peuvent être abordées dans un cadre bien précis qui est le cadre des flottants de taille donnée et qui sont accessibles dans les bibliothèques scientifiques. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de déclaration de variables dans Python, ça a des défauts, ça a aussi des avantages. Voilà, c'est toujours une discussion sans fin. Bon, le fait qu'il y ait des entiers longue précision, enfin multi-précision, c'est aussi très apprécié de certains collègues. Hein. Ah mais ce sera vu dès le départ, on est bien d'accord. Oui, un petit complément. On avait un peu vu... c'est ce genre de situation quand les programmes ont été élaborés. Il y a eu un débat assez vif entre les enseignants de ces PGE qui dépendent de différentes disciplines. C'est un peu pour ça qu'il a été prévu de présenter une plateforme de calcul scientifique et Scilab dans laquelle ces questions d'exactitude, de propagation d'erreurs se présentent d'une manière un peu plus explicite et peuvent être discutées confortablement. Donc, bon, de mon point de vue, présenter deux environnements aussi différents correspond un peu à la nature de l'informatique. C'est le problème qui gouverne le choix des outils qui vont mener à la bonne solution. Et donc, raconter à des élèves qu'il n'y a pas un outil fantastique qui fait tout, je pense que c'est un service à leur rendre. Merci Robert. Une dernière question, Colin? Oui, alors question, je ne suis pas certain qu'elle soit pour les panélistes et peut-être aussi pour toute la salle. Donc je suis venu ce matin à plein d'espoir en train de me dire il va y avoir des informaticiens et des numériciens, des gens qui utilisent plutôt le mot informatique, plutôt le mot numérique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tantôt l'un, tantôt l'autre. Et c'est un peu la question de Thierry tout à l'heure, mais je vais partir avec une certaine inquiétude où j'ai vu la société de demain se décrire en termes de numérique, j'ai vu les entreprises décrire leurs activités avec le mot numérique, et je vois le projet pédagogique, c'est-à-dire celui qu'on est en train de préparer pour les jeunes, qui n'utilise essentiellement le mot informatique. Bon, il y a informatique et sciences du numérique, mais ça nous pose... J'ai entendu la ministre prononcer plutôt 30 fois le mot numérique et aucune fois le mot informatique ce matin.
Donc tout ça, c'est un sujet d'inquiétude pour moi parce que ça veut dire que soit je me reconnais dans les gens qui sont, enfin je me reconnais dans les deux groupes, mais je me reconnais très bien dans ceux qui sont assis en train de dire il faut qu'on fasse des programmes intéressants pour le lycée, puis pour l'université, pour les écoles. Mais ces programmes, si aujourd'hui sont déconnectés des autres, c'est-à-dire de ceux qui disent mais si nous avons besoin de gens pour l'industrie et pour le monde de demain, on aura tout raté. Donc comment on fait? La réponse sera une excellente transition pour Guy aussi. Moi, j'ai été élevé à Paris. On m'a appris que pour nettoyer le sol, il faut utiliser une serpillière. Puis après, une fois, je suis allé dans les Ardennes, je crois, où ils ont un autre mot pour. Je pense une vasseringue. Non, c'est dans le chez les ch'tis. Donc, oui, bon, il y a des synonymes. Et informatique et numérique sont vraiment deux mots complètement interchangeables. Et puis, il y a aussi des communautés dans le nord de la France, dans le sud de la France, en Languedoc, où on utilise plutôt un mot plutôt que l'autre. Mais bon, c'est pas très grave. Merci, madame, merci, messieurs, pour votre participation à cette journée, votre implication. Je vais passer en conclusion la parole à Guy Mamoumani, président de Syntec Numérique, qui a écouté à distance nos interventions grâce effectivement à Cisco et au numérique, et l'intervention de Madame le ministre, et qui va conclure cette journée sur le numérique.